Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de votre émission Sur la brèche. Le professeur Sini Ouedraogo est l'invité de ce dimanche. Enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, agrégé de droit public, il a été ancien directeur général de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Professeur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, M. Koulibaly. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous avons 1 heure pour passer en revue l'actualité nationale et internationale. Okay. Mais avant, je voudrais qu'on s'accorde juste quelques minutes pour parler de vous et de votre parcours. Bien entendu, vous débutez votre carrière professionnelle en 2005 à Bobo-Dioulasso comme inspecteur des impôts. Vous ne restez que 3 ans dans ce corps de métier-là et vous embrassez très rapidement en 2008 déjà la fonction d'enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou. Qu'est-ce qui vous pousse à quitter les impôts? Bon, je crois que ça, c'est une question très difficile, M. Koulibaly. Peut-être qu'en réalité, j'étais parti aux impôts sans avoir la vocation de rester dans ce métier, parce que dès le départ, j'étais nourri par l'ambition de faire une carrière d'enseignant-chercheur. Donc, pour dire vrai, on va revenir là-dessus, c'est parce que je n'ai pas obtenu de visa pour aller faire un Master 2 en France, à La Rochelle, que j'ai dû passer le concours de l'ENAREF. Et puis bon, voilà, donc... Et que vous n'avez pas pensé non plus traverser la Libye. Justement. Voilà, donc je vais aux impôts, mais avec l'idée que l'objectif principal pour moi, c'était de devenir enseignant-chercheur. Donc, au moment où j'ai réussi le concours de l'École nationale des régies financières, option fiscalité, je suis parallèlement inscrit en 2A, en droit public fondamental à l'université de Ouagadougou. Donc, j'ai dû parallèlement conduire ces 2 projets en me disant que l'objectif pour moi, c'était véritablement de devenir enseignant-chercheur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignant-chercheur se satisfait de sa position et de son statut? Oui, je crois que finalement, je crois que ce qui me convient le mieux, c'est vraiment cette fonction, parce que je crois que ce qu'il y a de plus charmant dans la profession d'enseignant-chercheur, c'est que à travers la double dimension de la recherche, mais de l'enseignement, vous êtes, je dirais, au service de votre société. En tant qu'enseignant-chercheur, en tant qu'enseignant, vous êtes amené à transmettre le peu de connaissances que vous avez. Et moi, je crois aussi qu'aujourd'hui, c'est un défi pour nous autres jeunes de contribuer à la formation de la relève, parce qu'il y a des gens qui auraient pu aller ailleurs pour monnayer leur talent, mais ils ont préféré rester, créer un 3e cycle, encadrer des étudiants pour la thèse. Donc, pour moi, c'est un passage de témoin qui nous permet aussi d'apporter notre contribution dans la formation. Je crois que moi, ce qui me fascine le plus, c'est la dimension de recherche. C'est parce que pour moi, véritablement, nos sociétés africaines ont besoin de se comprendre. On a besoin, un peu comme disait Montesquieu, de tirer les principes de l'esprit des lois de nos sociétés, parce que c'est avec les principes qu'on va pouvoir dégager, qu'on va pouvoir construire nos sociétés pour faire face aux défis du développement. Donc, véritablement, je crois que ce qui me convient le plus, c'est véritablement la fonction de chercheur plus que celle d'enseignant. Alors, depuis le 19 janvier 2016, vous êtes inscrit au tableau de l'ordre des avocats, barreau de Ouagadougou. Cette inscription n'aurait pas respecté tous les principes, en tout cas de l'orthodoxie en la matière. Est-ce que vous direz que le juriste que vous êtes a pris des libertés avec le droit? Bon, je crois que vous faites un peu fort dans votre questionnement. Non, je crois que je me suis inscrit avec les professeurs Abdoulaye Soma et Augustin Loada à l'ordre des avocats. Le contentieux est en cours parce que nous avons introduit un recours contre la décision de l'ordre des avocats. On attend que le juge se prononce, mais je vous fais observer que notre inscription a profondément un instrument communautaire, c'est-à-dire le règlement de l'UEMOA a harmonisé la profession, l'exercice de la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Donc ce n'est pas sur la base d'un droit national. Et donc c'est sur la base de ce droit national que nous avons été inscrits
qu'on nous a permis d'exercer pendant 7 mois environ. Et puis, bon, le constat a été frais après qu'on ait commencé à exercer qu'on n'aurait pas respecté l'esprit et, si vous voulez, la lettre du règlement. Mais comme on est en droit communautaire, je crois que le juge burkinabé et peut-être, pourquoi pas, le juge communautaire auront la possibilité de nous expliquer ce qu'on attend par une construction communautaire. Parce que, véritablement, la communautarisation du droit, elle vise à garantir un certain nombre de droits à des citoyens en procédant à un nivellement par le haut. Donc, je vous fais observer que l'exercice de la profession d'avocat par les enseignants d'université existe depuis longtemps en Côte d'Ivoire, existe depuis longtemps au Bénin. Peut-être que le Burkina découvre ce cumul d'activités, mais je pense que si on va regarder la loi 025/2008 relative à la fonction d'enseignant-chercheur, l'article 63 dit bien que les enseignants-chercheurs peuvent exercer des professions libérales. Donc, qui dit profession libérale, c'est une profession qui n'est pas, je dirais, sur la subordination d'une quelconque autorité. Donc, si on regarde le statut des enseignants-chercheurs, on ne peut pas dire qu'on est en défaut avec la législation, je dirais, nationale. Parce que si vous regardez la loi 081 aussi, vous allez trouver une dérogation qui est spécifique au corps des enseignants-chercheurs. Parce que n'oubliez pas que ce qui a aussi fait l'essentialité de la profession d'enseignant, c'est le principe d'indépendance des professeurs d'université, qui est un vieux principe qui a été consacré en droit allemand et qui a été repris par le juge constitutionnel français dans sa décision de 1989. Donc, on dit le principe d'indépendance de l'université est un principe sacro-saint qui montre bien que l'enseignant-chercheur est libre dans le choix de ses objets d'études, dans la liberté d'expression, donc dans la transmission du contenu de son savoir. Et donc, si on va regarder aussi, vous me permettez de terminer, je dirais le droit communautaire. Aujourd'hui, il nous dit qu'on ne peut pas exercer le droit communautaire, ça veut dire que les chefs d'État africains qui évoluent à rebours de ce qu'est l'harmonisation vont dire qu'au Bénin et en Côte d'Ivoire, les gens ne peuvent plus être enseignants-chercheurs alors que depuis ils l'ont été. Là, le droit communautaire tel qu'on l'entend, mais en tout cas c'est la mauvaise interprétation, va procéder plutôt par la destruction des acquis nationaux plutôt que de les voter. Et je voulais terminer par dire que ceux qui connaissent un peu le droit communautaire, ils savent bien que quand une problématique de ce type s'est posée en droit allemand, le juge constitutionnel allemand a dû faire dégager un certain nombre de principes dans 3 décisions, Zolange 1, Zolange 2 et 3, pour dire que tant que le droit communautaire ne va pas apporter des droits sensiblement égaux, sinon plus aux droits que ceux qui sont garantis par le droit allemand, dans ce cas, le juge allemand ne va jamais suivre le droit communautaire. Et donc, à partir de cet instant, on part de l'idée que le droit communautaire ne peut pas être un droit qui rame à contre-courant, si vous voulez, qui a une tendance destructive des droits nationaux. Mais tout ça, ce n'est que des interprétations. Le juge communautaire, je dirais, en Europe, qui inspire notre juge communautaire, a dû, dans pas mal d'arrêts, 1963, Costa Enel, Cimental et autres, construit la spécificité de cet ordre juridique communautaire, qui fait que, même quand il a une spécificité, il a intégré aux ordres juridiques des États membres et il s'impose à ces droits nationaux-là. D'accord. Sans transition, je voudrais que l'on aborde l'analyse critique de l'actualité de la semaine, actualité nationale dominée par l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Burkina, arrivé ce lundi 27 et reparti le mercredi 29 novembre donc. Alors la question aujourd'hui est de savoir si cette visite officielle, on va dire, a porté les fruits annoncés. Oui, quel est votre avis? Moi, mon avis, vous allez me permettre d'être un peu discret sur cette question. Que je vais répondre en 2 temps. Dans un premier temps, je crois que quand on observe les réactions qui ont cours depuis avant l'arrivée de Macron, mais bien sûr après, on tire une conclusion. Et cette conclusion, elle pourrait être développée à partir de cette sagesse chinoise qui dit bien que lorsque le sage indique la lune de son doigt, l'imbécile préfère plutôt regarder le doigt qui indique la lune plutôt que de regarder la lune. En fait, je m'inspire de cette sagesse chinoise pour dire que j'ai l'impression qu'en droit national, dans l'opinion publique burkinabé,
on est en train de prendre, on est en train de laisser la proie pour prendre l'homme, comme disait La Fontaine dans une de ses fables. Je le dis pourquoi? Parce que on s'est saisi aujourd'hui de la difficulté qu'auraient eu nos étudiants à poser des questions. Et subitement, on s'est dit, oh, écoutez, les étudiants de l'université de Ouagadougou ou du Burkina, de façon générale, ils ont un faible niveau. Même dans les marchés, on en parle. On dit que, certains de vos collègues ont dit que l'université Ouaga 1, qui était une citadelle imprenable, est devenue désormais une citadelle parce que les étudiants ont montré leur inquiétude. Mais ce que je veux dire, partons des statistiques françaises. En première année en France, on sait bien que le taux de réussite, il tourne autour de 40%. Et dès la première année, il y a au moins 25% des étudiants en première année en France qui redoublent. Il y a 30% des étudiants de la première année qui vont être exclus. Mais quand vous prenez les statistiques, ils sont presque semblables à ce qui se passe ici. Donc, on est autour au Burkina de la 30% d'étudiants qui vont passer, et puis les autres vont redoubler. Voilà, donc c'est pratiquement les mêmes statistiques. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que les gens ont tort de s'attarder sur cet épiphénomène. Parce que pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Mais maintenant, ce qui peut être intéressant dans l'adage chinois que j'ai évoqué, le fait qu'on regarde plutôt le doigt, c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi on a choisi ces étudiants. Quel est le mécanisme qui a prévalu? Je crois que le Diaconé a tenté de répondre à cette question. Et moi, je peux vous dire, pour être enseignant à l'université de Ouagadougou, que les organisateurs se sont un peu mépris des aptitudes intellectuelles de Macron. C'est quand même quelqu'un qui a un 2A en philosophie, c'est quelqu'un qui a un Master 2 en Sciences Po, c'est quelqu'un qui a été inspecteur des finances, qui a fait les banques. Donc, il lui fallu quand même prendre, et moi, Dieu seul sait combien d'étudiants de bon niveau nous avons dans nos masters, prendre des gens qui sont capables d'écouter quelqu'un à une tribune, de faire la synthèse et de pouvoir apporter la contradiction. Mais est-ce que vous comprenez quand même la réaction un peu du public? Quand on parle de honte nationale, d'humiliation continentale, de fiasco monumental, de bide d'anthologie, c'est quand même quelque part, est-ce que c'est pas quelque part compréhensible, on va dire? Non, non, c'est ce que je suis en train de vous. Moi, je pense ici que on a versé peut-être tous dans l'émotion. Et ça rappelle bien cette phrase de Senghor que vous connaissez, l'émotion est nègre, la raison est laine. Justement, on s'est saisi de cette épisode. Pourquoi je suis en train de vous dire? Quand vous prenez même les statistiques en France, le niveau des études, c'est pratiquement la même chose. Vous savez que cette année au Niger, il y a eu une évaluation des enseignants du primaire qui a montré que le niveau des enseignants du primaire était très bas. Donc, on peut reproduire, je dirais, ces constats un peu partout. Quand vous prenez, par exemple, le dernier résultat du concours d'agrégation du CAMES, qui regroupe 19 pays, qui a eu lieu le mois de novembre, les résultats en droit public, il y a eu 21% de réussite. Mais on ne dira pas subitement que parce qu'il y a eu 21% de réussite à l'agrégation section droit public, que donc les enseignants de l'espace sont tous nuls. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que en réalité, le choix des étudiants pose problème. Pourquoi ce sont ces étudiants qu'on a choisis et pas d'autres? Parce que je vous dis, malgré les difficultés, les insuffisances de nos étudiants, on a des étudiants de qualité. Pourquoi on n'est pas allé chercher ces étudiants de qualité? Et là, ça met le curseur sur une problématique centrale qui est le choix de la promotion, je dirais, du mérite dans nos sociétés. Et ça me fait penser à Vincent Auriol, l'ancien président français, qui dit qu'il est temps que dans les sociétés modernes, les plus méritants prennent le dessus sur la médiocrité. Parce que si on avait choisi des étudiants de bon niveau, on n'aurait pas, je dirais, eu cette honte dont parlent les gens. Mais maintenant, moi, le deuxième niveau de l'analyse que je vais faire, je suis surpris que les gens se soient arrêtés sur la forme du discours, l'éloquence de Macron, alors qu'à mon avis, il faut aller au-delà, je dirais, de ce formalisme pour aller saisir le message que Macron a voulu nous apporter. Et je dis que quand vous allez lire le rapport d'information du Sénat français, qui date du 29 octobre 2013, sur la position de la France dans une Afrique convoitée. Parce que le titre, il est évocateur. La position de la France dans une Afrique convoitée. Et quand vous lisez les 9 recommandations principales de ce groupe d'information, vous vous rendez qu'en réalité, Emmanuel Macron n'a fait que ressasser les lieux communs.
Mais ces lieux communs ont chaque fois été ponctués, chacun de 9 points là, ont été chaque fois ponctués par une, je dirais, acclamation de l'auditoire, parce qu'en bon africain, on s'attend toujours à ce qu'on nous fasse des promesses, à ce que ce soit d'autres personnes qui nous viennent en aide. Et donc, moi, je dis que le combat national n'aurait pas été de dire on est d'accord pour la venue de Macron ou pas, ou qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, on passe le temps à râler, à épiloguer sur la question du sexe des gens, alors que la vraie problématique, c'était de savoir ou bien d'aller vers la construction d'une politique burkinabé de la France. Parce que ce que je suis en train de vous dire, j'espère que vous l'avez lu, sinon je vous invite en tout cas à lire ce rapport d'information. Quand vous le lisez, vous voyez que Macron n'a rien dit d'extraordinaire. Il a pris le fruit d'un travail, mais c'est un travail de l'État, et c'est ce qui permet de dire à nous autres juristes que l'État, c'est la permanence, c'est la continuité. Il y a un travail qui est fait au nom de l'État, et l'État se projette dans le temps, dans ses relations avec les autres. Au lieu que nous, on s'attarde sur les réactions, sur, je dirais, la prestation approximative de nos étudiants, il faut qu'on aille, qu'on s'asseye et qu'on se dise, il faut que, au lieu de subir la visite de Macron, que nous définissions les grandes lignes de ce que nous souhaitons être je dirais, la substance de nos rapports avec la France, mais vis-à-vis des autres pays aussi. Cette prestation des étudiants, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus, parce que ça a quand même fait le buzz, mais je voudrais qu'on s'arrête sur, justement, le discours d'Emmanuel Macron à l'université Joseph Kizerbo, qui est considéré comme le texte fondateur, en tout cas, d'une nouvelle vision de la relation franco-africaine. Il n'y a pas de politique africaine de la France, a déclaré Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous analysez ce propos-là? Pas de politique africaine de la France. Non, moi je pense qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, si on fait une analyse froide et clinique de ce propos, on dirait que c'est un non-sens. Parce que dire qu'il n'y a pas de politique africaine de la France, c'est servir aux Africains un discours qui va les contenter. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on aille au-delà de l'émotion. Quand le président français Emmanuel Macron débarque en France, débarque au Burkina, pardon, il nous dit qu'il a une nouvelle vision de la politique française. Mais c'est ça la politique française de l'Afrique. Les propositions qu'il fait, la gestion de la politique d'immigration, de l'élite intellectuelle, quand il nous parle de la création des start-up avec la participation des sociétés françaises, quand il nous parle de la lutte contre la fraude, etc. Mais ça s'inscrit dans une vision il n'est rien d'autre que la politique. C'est l'ensemble des moyens, des principes qu'un État dégage dans le cadre, je dirais, de la mise en œuvre d'une politique. Donc vous comprenez la réaction d'Ablassé Ouedraogo qui dit que s'il n'y a pas de politique africaine de la France, il y a une politique de la France pour l'Afrique. Bon, je crois que c'est un jeu de mots, mais si Ablassé Ouedraogo dit ça, je suis totalement en phase avec lui parce qu'il ne faut pas se tromper. Et ça, moi, je pense que c'est dans l'ordre naturel des choses de penser que dans un angélisme, je dirais naïf, on croit que la France va subitement se départir de cette volonté d'avoir quand même un positionnement, je dirais, assez acceptable dans le jeu des relations avec l'Afrique. C'est pourquoi je vous dis que quand vous allez lire le rapport du Sénat, c'est assez expressif. Parce que la France, quoi qu'on veuille, quand elle nous dit qu'il faut changer de logiciel pour rompre avec le vieux récit colonial, mais aborder un nouveau discours de légitimation du rapport avec les pays africains, c'est bien ça la politique française de l'Afrique. Mais peut-être que c'est une façon de dire aussi que la France-Afrique est morte, en tout cas dans la forme telle qu'on l'a connue, avec les réseaux Focard et autres. Monsieur Koulibaly, au risque de vous décevoir, moi je dirais qu'il faut faire preuve, je dirais, de réalisme, même ça c'est du réalisme politique. Moi je dis que le discours de légitimation doit être distingué de la substance de la pensée ou de la politique que la France veut mettre en œuvre. On a vu en 2012, quand François Hollande s'est rendu à Dakar, à l'université de Cheikh Anta Diop, Nicolas Sarkozy. Non, je parle de François Hollande. Nicolas Sarkozy. François Hollande, c'était dans quel pays alors? Je me souviens pas en tout cas. Le discours de Dakar, c'était Nicolas Sarkozy. Mais je veux parler du discours qu'Hollande a eu sur sa relation avec l'Afrique. Parce que Hollande, après le discours de Sarkozy en 2007, qui avait cette vision, je dirais, paternaliste de l'Afrique, Hollande a voulu recadrer le propos. Et dans le discours qu'il a présenté, je ne sais plus dans quel pays, mais en 2012,
Hollande avait bien annoncé la mort de la France-Afrique. Mais la France-Afrique, ce n'est pas forcément avec, je dirais, la figure forcément tutélaire de certaines personnalités françaises qui soient dans des réseaux. Mais elle peut se faire par d'autres truchements. Voilà, donc moi, je veux être réaliste pour ne pas croire naïvement que la France-Afrique, elle ne va pas apparaître sous une autre forme. Et je dis ça, c'est de bon ton, c'est de bonne guerre que la France veuille toujours assurer son hégémonie sur ses anciennes colonies. Maintenant, il nous appartient de sortir de la vision dichotomique de notre société, la révolution permanente qu'on est en train d'entretenir, la défiance de l'autorité de l'État, en un mot, la destruction de notre société, pour construire une vision claire de ce que nous voulons avec les autres. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne sur cette question de la prestation des étudiants, parce qu'en dehors de Salimata Traoré, de Bobo qui a tiré son épingle du jeu véritablement, je dirais que c'est une scène surréaliste à laquelle on a assisté, hein, avec un niveau de langue qui laissait véritablement à désirer. Peut-être que vous direz que je suis en train de regarder le doigt plutôt que la lune, mais toujours est-il que les Burkinabés ont été marqués par l'incohérence de certains propos censés être ceux, en tout cas, d'étudiants, et on s'interroge, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, je dirais encore, monsieur Sié, moi, je ne vais pas partager votre position parce que dans mon amphi de 3000 étudiants, c'est des choses que je rencontre. 3000 étudiants en première année de droit, il y a quand même je dirais, une grande quantité d'étudiants qui sont des niveaux moyens, mais on a quand même une dose d'une crème qui est assez performative. Et moi, pour ce que je sais du droit, dans le cadre de la coopération que nous avons eue avec certaines universités, notamment l'Université de Genève, l'Université de Rouen, on s'est rendu compte que nos étudiants qui allaient dans le cadre de ces relations avec Rennes, par exemple, c'était eux qui étaient toujours les meilleurs. Mais ils sont sortis de nos universités. Donc moi, je fais vraiment la distinction. Et quand il s'agit de parler en français devant Macron? Oui, non, moi, mon problème, c'est que je suis en train de dire, si vous ne choisissez pas parmi la bonne graine, mais vous allez choisir les étudiants moyens pour parler devant Macron, pour des questions qui sont déjà préparées, c'est évident qu'il vous sert le résultat que vous voulez attendre. Mais moi, j'ai dit au-delà de ça, la prestation des étudiants met le curseur sur un problème réel dans nos sociétés. C'est que dans notre société, aujourd'hui, on commence par faire l'apologie, je dirais, excusez-moi du terme, mais de la médiocrité, de la spécialisation, je dirais, qu'on voit apparaître, je dirais, comme par enchantement, parce que même certainement vos collègues des médias, je sais que le propos que je vais tenir va me valoir des critiques acerbes, mais je vais en parler parce que je ne suis pas forcément là dans l'optique de faire plaisir, mais de faire une analyse froide. Moi, il y a un certain nombre de débats que nous voyons dans la presse même. Mais on voit certains de vos collègues qui s'expriment sur des questions. Ils sont assez approximatifs parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour se prononcer sur ces questions. Des spécialistes autoproclamés, vous voulez dire? Bon, si vous me prêtez le mot. Mais ça, on le voit de façon récurrente. Et je prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, le CGD a organisé un débat entre un jeune assistant de la fac et moi-même sur la question de la modalité d'adoption de la future Constitution. Moi, j'ai choisi l'optique de défendre l'idée qu'on peut procéder par voie de révision. Et le jeune collègue, lui, il a défendu l'idée du référendum. Mais j'ai constaté, comme tout le monde, suivi certains de vos collègues qui ne sont pas venus sur les débats que nous avons menés, mais qui n'ont jamais lu CS, qui n'ont jamais lu Rousseau, qui n'ont jamais lu John Locke, mais qui se sont permis quand même après de faire le commentaire des arguments que nous avons développés. Bon, quand vous êtes dans une société où, sans avoir forcément le niveau requis ou les compétences d'un domaine précis, vous voulez vous inviter au débat parce que vous avez le canal des médias qui vous permet de vous exprimer aisément. Mais quelle est l'image que vous envoyez à nos jeunes? C'est de leur envoyer le message que même quand on n'a pas les aptitudes et qu'on invite des étudiants à venir poser des questions à Macron, au lieu que les étudiants moyens et passables cherchent en tout cas à se dissimuler, c'est eux-là, parce qu'ils ont un certain courage, qui prennent le dessus parce qu'on a une société où n'importe qui
pense qu'il est assez compétent pour se prononcer sur n'importe quelle question. Donc c'est de la faute des journalistes? Non, non, je ne dis pas. Je suis en train de prendre un exemple pour illustrer, je dirais, une situation. Je dis que ce qu'on a retrouvé chez nos étudiants, on peut le retrouver chez vos collègues, on peut le retrouver dans plusieurs autres domaines. Mais je dis que le Burkina post-insurrectionnel, qui est devenu un Burkina subitement d'experts en tout domaine, mais ça, on le constate tous les jours. Quand vous vous réveillez le matin, vous allumez votre radio, vous trouvez des gens qui sont comme moi, qui n'ont aucune compétence en économie monétaire, mais qui se permettent de se prononcer sur le franc CFA. Et les étudiants, ils voient ça. Donc, comment vous voulez que dans une société où on a des experts, je dirais, à tout va, que quelques de nos étudiants, eux, ils aient une attitude différente, c'est de dire que je garde la modestie et que je me mette plutôt à chercher à améliorer le niveau de mes connaissances plutôt que d'aller faire une exposition, je dirais, médiatique. Mais cependant, comme enseignant-chercheur, est-ce que vous direz que votre responsabilité est aussi engagée dans ce qui a été considéré comme un naufrage collectif de notre intelligence future? Bon, je crois qu'on est dans une situation où si chacun des Burkinabés veut être honnête, on est tous responsables de la situation que vous indiquez. On est tous parce que pas à l'université. Non, non, attendez, parce que ce que je veux dire, si vous revenez à la notion, je dirais, la notion d'État, si vous allez regarder la notion d'État chez un auteur comme Jean Baudin, il vous dit que l'État, c'est d'abord un regroupement de gouvernement des ménages. C'est-à-dire la première cellule de l'État, c'est la famille. Mais qu'est-ce que dans nos familles, chacun de nous fait? Est-ce que nous, monsieur Koulibaly, vous et moi, est-ce que nous avons le temps d'organiser des séances de lecture expliquées de certains ouvrages, de certaines thématiques avec nos enfants? On n'a pas ce temps. Donc, nous sommes tous défaillants dans nos ménages et on renvoie la balle à l'État pour qu'il ait, je dirais, la seule responsabilité d'assurer l'instruction. Donc, si vous dites que c'est le bras séculier de l'État, donc les universitaires ou les enseignants de façon générale, qui doivent uniquement assurer la formation de nos enfants, là, on est en train de se tromper. On est en train de se tromper, je dirais, de combat. Parce qu'il faut que chacun de nous s'implique pour essayer de donner, je dirais, un niveau d'études acceptable. Maintenant, bon, si vous voulez particulariser les responsabilités, après les parents, on va les retrouver certainement chez les formateurs et puis chez les étudiants eux-mêmes. Parce qu'il faut voir aussi ce que nos étudiants sont devenus. Parce que nos étudiants, ils vivent dans une société dont ils empruntent, je dirais, les caractéristiques. Parce que même dans nos amphis, c'est une défiance permanente. Parce que les étudiants se disent que, bon, de toute façon, l'enseignant qui a son sacré ou son bic bleu ne peut pas grand-chose contre moi. Voilà, donc, je dirais, dans cet environnement, bon, il serait injuste de vouloir situer des responsabilités particulières sans envisager celles de la collectivité. Il ne nous a pas échappé que certains étudiants n'étaient pas favorables à la venue de Macron, en tout cas au nom de la lutte anti-impérialiste. Est-ce que c'est une position et un combat idéologique que vous comprenez? Moi, je suis désolé, mais je crois qu'il faut qu'on arrête avec les utopies du 19e siècle, du 20e siècle, pour entrer dans la réalité du 21e siècle. Je pense aujourd'hui que les luttes idéologiques, il suffit de jeter un regard froid sur la réalité. Vous allez voir que les luttes idéologiques, elles sont reléguées au second plan. Parce que je ne suis pas sûr que... Est-ce qu'on doit comprendre par vos propos que l'impérialisme est une vue de l'esprit? Non, je suis en train de venir dans ma démonstration. Je crois que quand on parle de l'impérialisme, ça s'inscrit dans un courant idéologique qui est bien connu, qui est de type marxisant. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que ces pays qui ont pratiqué cette idéologie, je dirais, de type gauchiste, avec des idéologues de grande renommée, je fais allusion à la Chine de Mao, je fais allusion à la Russie, mais ces pays-là sont dans une réalité qui est celle de la coopération, c'est celle des échanges. Et j'ai dit, si vous lisez le rapport du Sénat sur le positionnement de la France en Afrique, la France dit même bien que
il faut essayer de contrer l'influence de la Chine en Afrique. Et cette stratégie, elle doit s'organiser autour de l'alliance qu'il faut pouvoir tisser avec la Chine pour conserver son influence dans nos pays africains. Voilà, donc, si on ne dit pas la vérité à nos étudiants, que ce sont les hommes bien formés, ce sont des hommes méritants qui pourront affronter les enjeux d'un monde qui s'internationalise, on est en train de les tromper parce que l'idéologie, ça a une, je dirais, fonction mobilisatrice, mais elle n'épouse pas forcément la réalité. Et ça, quand vous allez lire toutes les théories qui ont pu exister sur, je dirais, les théories politiques de l'État, on se rend compte qu'aucune des théories n'a été parfaite. Donc, la conception, je crois que les étudiants, on leur met des théories inachevées, je dirais, dans la tête, mais comme eux-mêmes, ils ne vont pas lire, ils ne comprennent pas les choses, ils pensent que ce sont ces théories-là qui gouvernent la réalité, alors que la réalité, elle est tout autre. Alors, même mise de la France sur les ressources naturelles des ex-colonies, pillage des matières premières agricoles, occupation militaire avec l'installation des bases françaises, ingérence dans les affaires politiques, et là, je cite une déclaration, donc notamment de l'ODJ. Donc, ce sont des arguments qui ont été développés, en tout cas par cette organisation-là, qui a appelé à une mobilisation anti-impérialiste, comme cette organisation le dit elle-même, contre Macron. Qu'est-ce que vous entendez à ces arguments-là? Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans des contradictions idéologiques. Moi, je m'inscris dans la réalité de mes recherches que je mène tous les jours. Moi, j'ai écrit un ouvrage sur le droit des mines. J'ai écrit un ouvrage sur les contrats de partenariat privé-public. J'ai publié en 2012 dans une revue française un travail sur la communautarisation du droit des investissements. J'ai fait des diagnostics sur un certain nombre de contrats, les contrats de la commande publique. Moi, le constat que je fais, le code minier burkinabé, ce n'est pas les Français qui l'ont écrit. Ce ne sont pas les Américains. C'est un code minier burkinabé qui a été écrit par les Burkinabés. Du reste, même ce code burkinabé qui vise à assurer, qui vise à établir les règles de l'exploitation de nos ressources, s'inspire d'un code communautaire, le code communautaire de l'UEMOA de 2003. Si vous prenez la révision de la loi de modification du code minier sous la transition, ce ne sont pas des Français qui sont venus écrire ce code-là, ce sont des Burkinabés. Donc si des Burkinabés mettent dans je dirais, leurs instruments juridiques des dispositions qui sont favorables à des étrangers, moi je ne sais pas pourquoi ça doit poser un problème aux Français. Puisque c'est nous-mêmes qui posons les règles de gestion de nos ressources naturelles. La question qui est posée, c'est celle de savoir si justement ces règles-là participent justement ou consacrent ce qu'on appelle la mainmise de la France, par exemple, sur les ressources naturelles du Burkina. Oui, mais M. Jérémy Sié, ce que je suis en train de dire, c'est que si les Africains, les Burkinabés, se réunissent avant la transition, ils écrivent un code minier qui permet, par exemple, le développement des agences de recrutement. On dit aux compagnies minières qu'ils ne sont plus obligés de recruter des gens de façon permanente, qui peuvent déléguer cette fonction de recrutement, dont l'employabilité des nationaux à des agences d'intérim qui n'ont pas d'obligation. Ça, c'est le problème de Burkinabé. Sous la révolution démocratique et populaire, ces Burkinabés a été qualifié de valets locaux de l'impérialisme. Oui, mais si nous, on sait qu'on a des valets locaux de l'impérialisme, mais il faut s'en prendre à nos valets locaux plutôt que de s'en prendre à l'imaginaire impérialiste que nous inventons. Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne sur des choses assez simplistes. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour notre société? Parce que c'est tout le débat. Moi, j'aurais bien aimé tous ceux qui profanent l'impérialisme française, qu'on s'asseye ensemble et puis qu'on discute, on organise des forats, on organise des réunions pour voir quels sont les principes que nous devons dégager pour la bonne gestion de nos ressources. Mais si on passe le temps à faire des débats idéologiques, à laisser la possibilité à d'autres personnes de réfléchir sur nos tests, mais on va toujours indexer un adversaire qui n'existe que dans notre subconscient. C'est ça le vrai problème. Moi, je vous tiens une anecdote. Quand la loi portant accélération des procédures d'adoption des PPP a été adoptée, j'ai fait un post sur ma page Facebook et disant que j'allais essayer de faire une proposition pour l'amélioration du dispositif.
parce que dans le cadre de mes recherches, j'étais tombé sur une loi française de 2009, d'accélération, une loi qu'on pourrait appeler de relance de l'économie, où le gouvernement français avait demandé aussi la possibilité de procéder par contractualisation accélérée. Mais quelle a été la réaction des internautes? Ils m'ont dit, professeur, il ne faut pas vous mêler de leurs affaires. Donc, c'est-à-dire que même si on a des Burkinabés qui sont en train de réfléchir pour la nation, parce qu'on estime qu'ils sont d'une majorité gouvernante et que je ne suis pas, je dois me priver d'apporter ma contribution je dirais, à la bonne, disons, élaboration de la loi qui est en train d'être faite. Je prends un autre exemple qui est celui relatif, si vous me permettez, à l'affaire Coris Bank. Mais je vois que cette affaire, par exemple, on l'a gérée avec émotion sur les dérogations fiscales qui auraient été accordées à Coris Bank. Mais moi qui fais du droit communautaire, qui ai fait plusieurs productions sur le droit communautaire, un cours que j'enseigne depuis 5 ans au Bénin, quand on me parle du droit communautaire de l'UEMOA, qui met un certain nombre de dérogations, et que même dans des domaines aussi sensibles comme la fiscalité, on nous dit que c'est le principe de la majorité qui prévaut et à défaut celui de l'unanimité. Et que moi, je me rends compte que moi, Burkinabé, dans mon pays, qui est un pays de l'Interland, une fois que la fiscalité est harmonisée, moi, mon pays, le Burkina, qui a été défavorisé par la nature, n'a plus rien à offrir aux investisseurs. Et donc, si le gouvernement joue sur les leviers de la fiscalité, on dit voilà, c'est les valets locaux de l'impérialisme parce qu'ils sont en train de permettre à un investisseur national de s'implanter au Burkina. Bon, donc, vraiment, on est dans un contexte national assez dangereux et de sorte que, bon, par peur de prendre position, de s'impliquer dans la gestion, bon, on s'exclut. Et là, ça fait penser à cette formule qui est bien connue par notre jeunesse, c'est que malheureusement, et ça c'est un journaliste qui l'avait repris, on se rend compte que ceux qui n'avaient voix au chapitre que dans les cabarets sont devenus avec l'insurrection les tenants, je dirais, de l'intelligentsia de notre pays. Et ça, si on ne prend pas garde, on va à notre destruction. Parce que quand vous regardez ceux qui ont fait le rapport que Macron a repris, Macron n'a rien inventé. J'invite les Burkinabés à les lire. Mais c'est des députés qui se sont fait assister d'intellectuels de haut niveau. Quand vous prenez le professeur Jean-Marie Breton, qui a co-dirigé l'étude, mais pendant longtemps, il a été professeur à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, donc qui connaît bien les réalités je dirais, de la société sénégalaise. Donc, quand ces gens-là réfléchissent pour proposer des solutions, c'est normal que nous autres, qui sommes dans l'attentisme, qui sommes dans la destruction permanente, dans la construction stérile, on fasse le constat que les gens sont en train de développer des règles pour nous voler nos richesses. Alors, l'annonce forte de cette visite de Macron est la levée du secret défense dans le dossier Thomas Sankara, le chef de l'État français qui s'est également engagé en ce qui concerne la procédure d'extradition de François Compaoré, le frère cadet de l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré. Et comment est-ce que vous réagissez, on va dire, à ces propos-là? Bon, moi, j'ai vu dans ces deux promesses, je dirais, je vais peut-être vous décevoir, mais de la démagogie, je m'explique. Pour le premier, l'affaire Sankara, le président Macron lui-même a dit qu'après 25 ans, les dossiers sont déclassés. Les archives. Les archives, pardon, sont déclassées. Oui. Donc, pour une affaire Sankara qui remonte à 25 ans, le président Macron ne nous annonce rien d'exceptionnel. Oui, mais sauf que dans le cas d'espèce, les dossiers qui sont frappés du sceau de secret défense ne sont pas encore déclassifiés. Voilà. Mais je suis en train de terminer mon analyse. Pour vous dire, déjà, on est dans un contexte cadre général que pour des archives qui sont au-delà de 25 ans, il y a la possibilité de déclassifier. Mais ce que je veux que les Burkinabés comprennent, mais si les Français vont déclassifier, c'est eux qui choisissent ce qu'ils doivent déclassifier. Regardez, il y a eu récemment une décision du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel français sur la question du déclassement des archives. Quand le Conseil constitutionnel français a été saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la levée des secrets de défense, le Conseil constitutionnel a dit non. L'ouverture des archives ne signifie pas que le gouvernement doit pouvoir tout divulguer. Il doit divulguer des informations dans le respect des exigences de l'ordre public. Donc, même si Macron vous annonce qu'il va
il va vous déclassifier des informations, dossier, oui. Mais ça va être un tri sélectif. Donc Macron ne va déclassifier que ce que la France trouve consommable pour notre justice actuellement. Sur le deuxième point, l'affaire François Compaoré, moi je dis que dans les propos d'Emmanuel Macron, cette démagogie a trouvé son summum. D'abord, quand il a été interpellé la première fois sur la question, il a dit que la justice française avait été saisie. Et que, comme au Burkina, la justice est indépendante. Donc la justice va examiner sa question. Mais à la suite d'une question d'un des étudiants, Macron revient pour dire que, effectivement, l'examen de la demande d'extradition relève des juridictions, mais qu'il fait la promesse que cette demande va être exécutée dans le bon sens. Donc, entre le premier moment du discours qui vous dit que, au nom de l'indépendance du juge, c'est le juge qui doit s'en occuper, et le second moment qui vous dit, oui, l'exécutif pourra s'en mêler pour vous donner une réponse favorable. Moi, je ne vois que de la démagogie. Parce que, pour les Burkinabés qui ne le savent pas, il y a plein d'affaires qui existent en France où le gouvernement a été impuissant à trouver des solutions. J'ai fait affaire à l'affaire Kone Moussa en 1996, mais le Conseil d'État français a dit qu'on ne va pas renvoyer le beau de Moussa Traoré, on ne va pas le retourner au Mali parce qu'il n'est pas de la tradition française d'extrader pour des motifs politiques un étranger vers son pays. Avant-hier, je fais allusion au vendredi, le Conseil constitutionnel français s'est fondu d'une décision dans laquelle elle rappelle que le droit d'assignation de l'étranger en fin de séjour en France ne pouvait pas être traité suivant un principe qui est inexistant parce que la Constitution française ne garantit pas un droit absolu de résidence du citoyen français sur le territoire français. Ça, c'est une décision de vendredi. Et que, voilà, un certain nombre, la régulation des droits fondamentaux doit tenir compte des exigences de l'ordre public. Voilà, donc, moi, je dis, si on fait une analyse froide, Macron est venu, il connaît bien la psychologie des Africains, ils sont toujours dans la demande, dans l'attente, et vous voyez un peu quand les grandes promesses qui ont été faites par Macron ont été suivies d'acclamations. On va permettre aux élites africaines d'avoir des visas de longue durée, acclamation. On va donner des bourses, acclamation. Donc, comme on est dans des sociétés du recevoir, c'est bien normal qu'on comprenne que les promesses que Macron nous fait sont des vérités qu'il faut pouvoir tenir. Mais n'oubliez pas cette sagesse qu'un ancien président français, en l'occurrence Jacques Chirac, avait tenue en disant que bon, les promesses n'engagent que ceux qui y tiennent. Alors, le dossier Norbert Zongo, du nom du journaliste assassiné en 1998 avec 3 de ses compagnons d'infortune, c'est le dossier, en tout cas, pour lequel une épée de Damoclès plane sur la tête de François Compaoré, le frère cadet de l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré. L'impunité de ce crime dure depuis 19 ans. Et on apprend dans l'actualité le décès de la maman de Norbert Zongo au moment où le nom de son fils est donné en baptême à l'université de Koudgou. Comment est-ce que vous réagissez à ces événements-là? Je voudrais profiter de cette occasion d'échange pour m'incliner auprès de la mémoire de la défunte et puis présenter mes condoléances à sa famille parce que c'est un drame que cette famille a subi et que la mère de Norbert Zongo a été certainement détruite par la perte dans des conditions en tout cas assez dramatiques de son fils. Mais en même temps, peut-être qu'on a eu une convergence de Dieu pour nous permettre que la mère ait pu assister, je dirais, à une sorte de rédemption de son fils. Parce que finalement, c'est la victoire de Norbert Zongo, si c'est bourreau. Le baptême, je dirais, symbolique de l'université de Koudgou. Donc, je pense que ça a pu être, hein, j'espère en tout cas, une satisfaction pour la défunte mère. Bon, maintenant, sur la question du procès Norbert Zongo, comme tout Burkinabé, on est dans l'attente. On est dans l'attente du jugement de cette affaire. On se félicite de
de la réouverture du dossier. Je crois que notre justice, qui a retrouvé son indépendance, a là le moyen de rentrer soit, je dirais, dans la postmodernité insurrectionnelle, ou bien de rester véritablement, je dirais, dans la société passée que nous avons traversée. J'espère que donc ça va être une justice qui tienne compte des exigences du procès équitable, des droits fondamentaux de ceux qui sont mis en accusation. C'est pourquoi je pense que les Burkinabés doivent garder quand même un peu de sérénité, éviter trop de pression sur la justice et puis lui laisser faire son travail pour qu'enfin, bon, ce soit un bon procès qui soit conforme au canon du droit, mais qui nous permette d'avoir une vérité sur une situation, je dirais, assez regrettable de notre pays. Alors, on revient au monde de l'éducation pour évoquer la manifestation des enseignants qui ont symboliquement déposé les bics rouges et la craie devant l'immeuble de l'éducation pour exiger du gouvernement Thiéba ce qu'ils appellent l'adoption d'un statut valorisant les personnes du domaine de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail et la révalorisation de la fonction enseignante. Est-ce que vous êtes partie prenante de ce combat-là? Est-ce que vous le comprenez? Je suis dans la société comme tout le monde. Malheureusement, je peux apparaître comme un soliveau, mais moi, j'ai un regard plutôt froid et distant sur les revendications syndicales qu'on assiste ces derniers temps. Je m'explique. Moi, j'ai fait ma spécialité en finances publiques dans le concours d'agrégation. Donc, je travaille beaucoup sur les indicateurs financiers, etc. Moi, quand j'assiste aux grèves, aux différents sittings, je fais une analyse assez froide. Je me dis, la revendication principale, c'est vraiment la sissiparité des statuts des fonctionnaires. Chacun veut revendiquer un statut spécial. Est-ce que la revendication des statuts spéciaux est en conformité avec nos exigences du développement, la vision que nous avons de notre société? Parce que je fais observer qu'au début des indépendances, les pays africains, dans la recherche de l'unité nationale, avaient cru bon d'élaborer des statuts généraux de la fonction publique. Donc un statut qui traitait les fonctionnaires et puis avec quand même des spécificités sur certains points. Ça a été, ces statuts généraux ont été très vite abandonnés dans les années 70. Mais à la faveur des crises économiques de la fin des années 90, donc des années 80, sous, je dirais, des recommandations aussi des partenaires financiers, on en est venu à l'idée de faire le retour vers le statut général, dont la finalité devait dégager les principes qui devaient régir les fonctionnaires. Donc, on aboutit dans notre pays à la loi 013 de 1991 portant statut général des fonctionnaires. Et on constate que ces dernières années, on est reparti encore vers des statuts spéciaux. Statut spécial de la police, des enseignants-chercheurs, on a créé une fonction publique parlementaire, on a créé un statut spécial des magistrats, on a créé un statut spécial des agents des eaux et forêts. Donc, on est dans une dynamique où tout le monde s'est dit, si le statut général ne vaut pas, il faut aller vers les statuts spéciaux. La vraie problématique pour moi, c'est qu'on arrive à déterminer les principes directeurs du traitement de l'argent public. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des traitements en raison, je dirais, de la nature de l'activité que les gens exercent, mais le défi majeur de nos sociétés africaines, ça, ce n'est pas seulement propre au Burkina, parce que moi qui travaille sur ces questions, la même problématique, elle est soulevée au Togo, au Mali, au Bénin et au Sénégal, partout. Donc il faut que dans les pays africains, on arrive à dégager des principes directeurs du traitement, de rémunération des agents publics. C'est sur la base de ces principes directeurs qui pourraient être assortis de spécificités qu'on va essayer de traiter les agents publics. Donc si vous êtes agent de catégorie A, que vous soyez à la TNB ou que vous devez avoir en principe un fonds commun. Ça veut dire une base commune qui vous lie.
peut-être qu'en fonction de la spécificité de votre activité, parce que vous êtes obligé de travailler presque au-delà de 8 heures de temps par jour, parce que vous êtes obligé de ne pas être toujours avec vos familles, vous êtes obligé même à la maison de travailler, préparer vos émissions. La spécificité peut conduire à avoir, je dirais, une bonification, une indemnité par-ci, par-là, mais le fond commun du traitement doit rester identique. Parce que si on n'arrive pas, si le gouvernement burkinabé n'arrive pas à régler ce problème, il va toujours créer les conditions de nouvelles revendications. Donc ça, c'est le grand défi. Ça, c'est vraiment, je dirais, l'appel que moi, je veux lancer au gouvernement, mais au-delà à tous les acteurs. Mais je veux dire aussi que la responsabilité, elle n'incombe pas seulement au gouvernement, elle nous incombe aussi. Parce que moi, dans mes travaux, je constate qu'au Niger, les établissements publics, par exemple universitaires, qui ont des retards de paiement, qui vont jusqu'à 3 mois. Le Congo-Brazzaville, que je connais bien, je vois qu'en 2011, le Congo-Brazzaville était pratiquement à 6 000 milliards de francs CFA. Ils se sont même permis le luxe de donner 100 milliards de francs CFA en prêt à Ouattara, président ivoirien. Et aujourd'hui, on constate que le Congo-Brazzaville, qui est resté longtemps sur sa manne pétrolière, a un déficit de 177% de son PIB. Quand je reviens à mon pays, je constate que mon pays, la masse salariale du pays, il est autour de 50% de nos ressources propres. C'est-à-dire que si vous prenez à peu près les 1100 milliards qui sont collectés par le Trésor, les impôts et la douane, vous avez à peu près 50% qui est destiné au paiement des travailleurs. Et vous constatez que dans le budget, la loi de finances initiale, le budget d'investissement qui était pratiquement à 800 milliards de francs CFA, on a raboté ce budget, il tourne aujourd'hui autour de 600 milliards. Donc c'est avec cette manne qu'on doit pouvoir faire des investissements. Et vous avez remarqué certainement que dans le rapport du Conseil des ministres du mercredi passé, l'exécution du budget a montré que même sur les prévisions actuelles, il y a un gap, un déficit de 300 milliards. Donc ça veut dire que quelque part, il va falloir prendre la gomme, ne pas parler la déposer au niveau du ministère des Enseignements, mais il faut l'envoyer plutôt au ministère des Finances pour essayer de faire des régulations budgétaires. Mais moi, c'est inquiétant pour moi. Parce que je me dis que les Burkinabés ne sont pas, même s'ils pensent l'être devenus après l'insurrection, ils ne sont pas plus super-hommes que les Gabonais, que les Congolais de Brazzaville, qui pendant longtemps ont cru qu'avec le mirage du pétrole, ils allaient obtenir la réalité du développement. Mais aujourd'hui, le constat qui s'est fait, c'est qu'ils sont obligés de reconsidérer cet angélisme qu'avait fait naître la gestion du pétrole. Donc, pour faire simple, est-ce que vous direz que ces revendications sont illégitimes? Non, moi je ne suis pas sur le terrain de la légitimité. Je pense qu'il y a des gouvernants qui sont élus, qui sont bien indiqués pour apprécier. Moi, mon analyse se pose sur les problématiques que peuvent charrier les différentes revendications. Si on veut revendiquer, moi je serais peut-être favorable que l'Union d'action syndicale dise au gouvernement ce qui fonde aussi les revendications, je dirais, sectorielles, c'est l'inégalité de traitement. On souhaite que dans le cadre d'un dialogue tripartite, gouvernement, patronat, travailleurs, qu'on essaye de dégager des critères clairs de traitement et de rémunération des agents. Et pour terminer sur cette question, quand on parle des enseignants, moi-même je suis enseignant-chercheur et ça me plaît d'évoquer une situation sur les voyages d'études. Parce que ce sont des mannes financières que dans nos universités, on utilise pour aller faire nos recherches à l'étranger. Mais nous, enseignants-chercheurs, dans la perspective de l'amélioration de nos conditions, pourquoi nous n'exigeons pas la réorientation de ces fonds-là pour l'acquisition du matériel de travail, des ouvrages, des ordinateurs et autres? Moi, M. Sier, je vous dis que lors d'un séminaire que le Ouagadougou a organisé à l'université à Comisserie, j'ai eu le tort d'avoir mis dans le panier de la réflexion cette question en invitant les pairs à dire que puisque nous sommes en train de revendiquer des conditions d'amélioration, pourquoi nous ne faisons pas comme nos collègues du Sénégal? Parce qu'aujourd'hui, les bibliothèques du Sénégal, de Cheikh Anta Diop ou de Saint-Louis, n'ont rien à envier à une bibliothèque de Bordeaux où moi je suis obligé de me rendre. Parce que cet argent, on a réorienté vers
des sujets qui soient utiles. Peut-être que ce serait plus simple d'aller à Dakar. Non, mais au lieu qu'on prenne beaucoup d'argent pour aller même à Dakar ou en France, mais nous, on y va pourquoi? C'est à cause des ouvrages. Prenons cet argent. Et donc, la réflexion, elle ne doit pas être, je dirais, unidimensionnelle. Ça ne doit pas être seulement une réflexion qui soit menée, je dirais, au niveau du gouvernement. Parce qu'on est tous concernés. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. On sait qu'ici, la nature n'est pas généreuse, n'a pas été généreuse à notre égard. Et que si on devait prendre le luxe de ne pas avoir 1 ou 2 mois de salaire, je crois que ça sera la catastrophe pour toute notre famille. Moi, déjà, alors, je vous dis que pour anticiper cette question, j'ai commencé à aller au champ. Alors, autre point de l'actualité, bilan positif pour le Premier ministre Kaba Thiéba des 2 ans de gouvernance Kaboré. Donc, le chef du gouvernement, en tout cas burkinabé, estime que ceux qui ont pillé le pays pendant 30 ans et qui n'ont rien fait, qui ont cassé l'armée, cassé la justice, mis en place un système clanique de gestion de l'État. Et là, je le cite, ne sont pas en tout cas bien placés aujourd'hui pour apprécier la gestion qui est faite donc de la gouvernance Kaboré, que pour lui le bilan est positif parce que les autres n'ont absolument rien fait. Et le fait d'avoir mis fin à cette façon de gérer, cette façon qu'il a décrit, est en soi une victoire. Bon, je crois que M. Coulibaly, comme on a déjà commencé, moi j'ai toujours un regard distant par rapport aux commentaires qui sont faits, mais vous savez bien que vous n'allez pas demander au Premier ministre Paul Kaba Thiéba de faire, je dirais, un bilan désastreux sur sa propre gestion. Donc c'est de bonne loi que lui-même estime que sa gestion était positive. A priori, il est intellectuellement honnête, donc il peut reconnaître qu'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas. Bon, oui, pourquoi pas. Voilà. Maintenant, moi, si vous me demandez, bon, je dirais que le bilan qu'on fait en 2 ans, pour moi, il n'est pas seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que moi, je suis séduit par cette approche systémique des différentes problématiques qu'on peut avoir. C'est-à-dire, si on fait une analyse intégrative, on peut se rendre compte qu'après 2 ans, on peut faire un bilan, pour moi, qui peut se résumer en 4 mots. Premier, ce sont quelques réussites. Donc, on a des infrastructures qui ont été créées, on a la revalorisation des traitements. Nous, à l'université, bon, dans la sous-région, notre traitement aujourd'hui, c'est aligné sur celui des autres pays de l'UEMOA, des travailleurs, etc. Il y a des gens qui ont bénéficié. Je crois que Paul, le Premier ministre, lui-même est assez suffisamment grand pour faire, je dirais, le recensement des bonnes actions qu'il a posées. Il y a aussi des insuffisances. Et ces insuffisances, je pourrais la résumer à travers cette formule de l'ancien président Vincent Auriol, c'est qu'entre les décisions et les actions effectives, il y a de l'espace pour la magistrature morale. Pour dire que de façon substantielle, il y a un gros travail à faire et ce gros travail-là, il concerne la gouvernance économique. Donc, on doit être capable de rationaliser la dépense budgétaire, d'optimiser le recouvrement des ressources, parce que c'est à partir de là qu'on nous aura les moyens pour mieux gérer, mais de faire la promotion aussi des gens qui n'ont pas forcément, je dirais, un passif lourd qu'ils traînent. Le troisième mot, je dirais que pour moi, ce sont des inquiétudes. Les inquiétudes, c'est qu'on est dans une société en perpétuelle, je dirais, révolution. L'insurrection n'est pas terminée. J'ai l'impression que finalement, les théories de Bakounine sur la révolution permanente ou les idées marxistes sur le dépérissement de l'État sont en train vraiment de trouver leur expression dans notre société, c'est-à-dire qu'on est dans la révolution permanente. L'insurrection n'est pas terminée peut-être parce que, comme le dit Kaba Thiéba, ils sont assis à Abidjan, les gens vont les consulter, prendre l'argent, prennent des instructions, viennent à Ouagadougou, financent l'opposition et ils sèment le désordre dans le pays. C'est une vision. Non, moi, je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je ne dirais pas parce que je vois que tous ces internautes qui s'expriment de façon libre sur les médias n'ont jamais rencontré Blaise Compaoré. Donc, je crois aussi qu'il faut avoir le courage de reconnaître que ces revendications, elles ne sont pas forcément politiques. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que depuis l'insurrection, les partis politiques sont fortement concurrencés par de nouveaux acteurs et qui sont issus de la société civile. Je vais faire allusion aux ONG, aux associations de divers types, mais aussi aux citoyens
je voudrais, peut-être pour reprendre, je dirais, une analyse des philosophes des Lumières, du passage, je dirais, du sujet à la citoyenneté, parce qu'on a des Burkinabés qui sont de plus en plus conscients en regardant sur la gestion des choses publiques, et donc ça peut expliquer. Et maintenant, le dernier mot de ce bilan, ce sont les contraintes. Parmi les contraintes, on a une conjoncture internationale, on a les actions terroristes, on a aussi qu'il y a les difficultés à mobiliser des ressources et que c'est la conjugaison de tous ces facteurs qui peuvent influer ou non sur le bilan qui doit être mené. Merci, professeur Ouedraogo, d'être passé nous voir sur la brèche. Madame, monsieur, c'est la fin de votre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dimanche prochain en direct de Gawa avec Louis Armand Wali, ancien maire de la ville de Gawa, ancien ministre, ancien député, comme votre invité ce 10 décembre à Gawa sur la brèche. Bonsoir.